Ce chapitre est intitulé séries entières. C'est un cas particulier des séries de fonctions qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Et donc, on aurait besoin de l'ensemble des techniques qui permettent d'étudier la convergence des séries entières, ainsi que toutes les justifications permettant d'étudier la dérivabilité, la continuité et l'intégrabilité des séries entières. Le contenu de ce chapitre est réparti en 5 sections. Dans la première section, on va définir la notion d'une série entière et on va préciser les objectifs qu'on va atteindre au cours de ce chapitre. Dans la deuxième section, on va définir la notion du rayon et disque de convergence associé à une série entière pour entamer par la suite les propriétés de la somme d'une série entière, c'est-à-dire en cas de convergence. Et dans l'avant-dernière section, on va aborder le problème inverse qui consiste à développer une fonction donnée en série entière. Et puis dans la dernière section, on va voir les méthodes qu'on peut utiliser pour développer certaines fonctions classiques en série entière. Tout d'abord, on va préciser l'ensemble des questions qu'on va aborder au cours de ce chapitre. Premièrement, je précise qu'une série entière est une série de fonctions qui s'écrit sous cette forme, et donc on va déterminer l'ensemble des complexes Z pour lesquels cette série converge, ce qui permet de définir la fonction f qui représente la somme de cette série. Également, cette série entière possède des propriétés remarquables en termes de la notion de rayon de convergence, à partir duquel on peut déterminer un disque centré en A et de rayon R, dans lequel notre série entière est indéfiniment dérivable. Deuxièmement, le problème inverse consiste à déterminer l'existence d'une série entière qui représente la somme d'une fonction donnée. On va voir les différentes conditions nécessaires et suffisantes qui permettent de développer une fonction donnée en une série entière, ou bien ce qu'on appelle en série de Taylor. Je rappelle également ici la notion d'une fonction analytique qui n'est autre qu'une fonction développable en série entière en chacun de ces points. Et c'est une notion relative à une fonction à variable complexe en général. Passons maintenant à la première section de ce chapitre pour définir une série entière centrée en A, qui est une série de fonctions qui s'écrit sous cette forme où la variable z est complexe et la suite à n représente les coefficients de la série. Également, la valeur de cette série est appelée la somme et qui est une fonction dont le domaine de définition est l'ensemble des complexes z pour lesquels la série entière converge. Comme on l'a vu pour les séries de fonctions en général, si jamais on fixe le z, notre série entière devient une série numérique simple dont la convergence peut être étudiée en utilisant les techniques qu'on a vues dans le premier chapitre relatif aux séries numériques. Considérons un exemple d'une série géométrique et montrons qu'elle converge sur le disque centré en 0 de rayon 1. Pour ce genre de série géométrique, on peut exprimer la suite des sons partiels sous cette forme et puis on fait tendre le n vers l'infini pour obtenir cette fonction lorsque le module de z est strictement inférieur à 1. Et donc, notre série géométrique converge sur ce disque. Par contre, lorsque le module de z est supérieur strictement à 1, cette quantité diverge et donc la série diverge également. Le cas particulier, lorsque le module de z égale à 1, le terme général de notre série ne converge pas vers 0 et donc la série diverge grossièrement et par conséquent, elle diverge à l'extérieur du disque de centre 0 et de rayon 1. Ce qu'on peut remarquer à partir de cet exemple est que même si la somme de la série entière est définie sur C-1, elle n'est égale à la série entière que sur le disque de centre 0 et de rayon 1. C'est une remarque très importante qui concerne les séries entières en général, où on peut envisager une différence entre l'ensemble de définition de la somme d'une série et le domaine de convergence de la série entière.
Considérons maintenant un deuxième exemple d'une série sous cette forme et montrons qu'elle ne converge qu'à l'origine. C'est-à-dire que lorsque le z est différent de 0, cette série diverge. On peut utiliser par exemple la règle de D'Alembert pour z fixé en notant un égale au terme général de cette série entière. La règle de D'Alembert consiste à calculer la limite du module de ce rapport et comparer le résultat par rapport à 0. Or, cette limite est égale à 0 pour le seul cas lorsque z égale à 0. Sinon, cette limite est égale à plus l'infini. Et donc, on conclut que la série diverge quel que soit z non nul. Pour la deuxième section de ce chapitre qui concerne la notion du rayon et disque de convergence, on commence par établir ce résultat du théorème de convergence appelé lemme d'Abel. À la donnée d'une série entière centrée en A et dont l'existence de deux constantes R et M strictement positives, telles que cette suite est bornée, alors on peut montrer que notre série converge normalement dans tout disque fermé centré en A de rayon ρ à l'intérieur du disque de centre A et de rayon R. En effet, il suffit de chercher un majorant uniforme du module du terme général de la série entière sur tout disque fermé à l'intérieur du disque de rayon R. Et donc, si on considère le disque de centre A et de rayon ρ à l'intérieur du disque de centre A et de rayon R, on peut majorer le terme général de la série entière par cette quantité, et puis en multipliant par R à la puissance n et en divisant par R à la puissance n, on peut majorer le module du terme général par cette quantité, sachant que ce rapport, ρ sur R, est inférieur à 1 et qui représente le terme général d'une série géométrique convergente. Et en même temps, ce terme représente un majorant uniforme pour le terme général de notre série entière. C'est suffisant pour conclure que la série entière converge normalement sur tout disque fermé à l'intérieur du disque de centre A et de rayon R. Et par conséquent, sous les mêmes hypothèses de ce théorème d'Abel, on déduit que la série entière converge absolument sur le disque de centre A et de rayon R, et puis elle converge uniformément sur tout disque fermé à l'intérieur du disque de centre A et de rayon R, puisqu'on vient de montrer qu'elle converge déjà normalement. Maintenant, on va définir la notion du rayon et disque de convergence en commençant par le rayon de convergence pour une série entière centrée en A, qui n'est autre que la borne supérieure de cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, pour lesquels cette suite est bornée. Ensuite, on appelle disque de convergence pour cette série centrée en A, noté D, l'ensemble centré en A des complexes pour lesquels la série entière converge. Lorsque la série entière est définie sur R, on parle d'un intervalle de convergence centré en A et on le note par L. Pour pouvoir calculer le rayon de convergence et déterminer par la suite le disque de convergence, on peut utiliser le résultat de ce théorème dans lequel on établit une expression pour le calcul de rayon de convergence à travers cette limite qui appartient à R plus union plus l'infini. Et donc, le premier cas est lorsque R est nul, ça veut dire que le disque et l'intervalle de convergence sont réduits au point A. Le deuxième cas est lorsque R est égal à plus l'infini, alors le disque de convergence est l'ensemble C tout entier, ou bien l'intervalle de convergence est égal à R tout entier. Le troisième cas qu'on peut envisager est lorsque le rayon de convergence est un réel strictement positif. Dans ce cas, notre série converge à l'intérieur du disque de centre A et de rayon R, elle diverge à l'extérieur de ce disque, et puis sur la frontière du disque, c'est-à-dire sur le cercle, on doit faire une étude pour les points qui vérifient cette égalité, c'est-à-dire pour les points qui figurent sur le cercle du disque.
Pour justifier ce résultat, on considère cette formule du théorème et puis on va utiliser la règle de D'Alembert en considérant comme suite numérique le terme général de notre série entière pour z fixé. Et puis on calcule cette limite suivant la règle de D'Alembert et on va discuter les différents cas possibles pour les valeurs de R. Le premier cas, lorsque R égale à 0 et z différent de A, cette limite est égale à plus l'infini, qui est supérieur à 1, et donc la série diverge pour z différent de A et converge seulement en A, c'est-à-dire que le disque et l'intervalle de convergence sont réduits au point A. Le deuxième cas est lorsque R égale à plus l'infini, ça veut dire que la limite égale à 0, qui est inférieure à 1, et donc d'après la règle de D'Alembert, le domaine de convergence est égal à C tout entier dans le cas complexe, et l'intervalle de convergence est égal à R dans le cas réel. Le troisième cas est lorsque cette limite est égale à 1, c'est-à-dire lorsque Z égale à A plus ou moins R. Dans ce cas, suivant la règle de D'Alembert, on ne peut pas conclure, mais on peut remplacer dans la série entière Z par ces deux valeurs et faire une étude pour la convergence en ces points. Et donc, pour résumer ce résultat, le disque de convergence est un ensemble centré en A et de rayon R, à l'intérieur duquel on a convergence de la série entière, à l'extérieur, la série diverge, mais sur le cercle, il faut faire une étude spéciale, c'est-à-dire, lorsque le Z égale à A plus ou moins R, on remplace dans la série entière et on étudie la série numérique associée. Pour utiliser cette formule de rayon de convergence, on suppose déjà que ce rapport est bien défini, c'est-à-dire que pour n assez grand, la suite AN est non nulle. Mais il existe des exemples de séries entières dites lacunaires pour lesquelles l'utilisation de cette expression n'est pas possible pour calculer le rayon de convergence. Par exemple, la série qui s'écrit sous cette forme et qui possède un nombre infini de coefficients nuls. Pour éviter ce problème pour ces cas particuliers, on peut utiliser cette formule pour calculer le rayon de convergence qui est associé aux critères de Cauchy qu'on a déjà vu dans le chapitre des séries numériques. En effet, on a toujours la possibilité de montrer que si jamais ce rapport possède une limite lorsque n tend vers l'infini, alors la racine nème du module de AN possède également la même limite, sachant que la réciproque est fausse. Mais en général, on peut se contenter de la limite de ce rapport, qui est facile à calculer, plutôt que de calculer la racine nème du module de AN, qui est difficile à calculer en général. La dernière remarque qu'on peut noter à partir des résultats qu'on a déjà établis est que la série entière converge toujours, normalement et uniformément, sur tout disque fermé à l'intérieur de son disque de convergence. Mais en général, la série entière ne converge pas toujours uniformément sur le disque de convergence ou bien sur le disque fermé de convergence. Pour illustrer le calcul de rayon et la détermination du disque de convergence, on considère ces trois exemples de séries entières centrées en 0 et pour lesquelles on peut utiliser cette formule pour calculer le rayon de convergence, qui est égal à 1 dans ce cas, et donc ces séries convergent dans le disque de centre 0 et de rayon 1 puisqu'elles sont des séries entières centrées en 0. Ensuite, en considérant les mêmes exemples, mais on va traiter leur comportement sur le cercle unité, c'est-à-dire la frontière du disque de convergence. Pour le premier cas, si le module de Z est égal à 1, on peut remarquer que le terme général ne converge pas vers 0, et donc cette série diverge sur le cercle unité. Pour le deuxième cas, la série ne converge pas absolument sur le cercle, puisque le module du terme général est égal à 1 sur n, que représente le terme général d'une série de Riemann divergente. Mais on peut montrer que cette série converge pour tout point différent de 1,
soit en utilisant le lambda bel en général, ou bien, lorsque z égale à moins 1, on peut utiliser le théorème des séries alternées. Pour le troisième exemple, cette série converge absolument sur le cercle unité. En effet, le module du terme général n'est autre que 1 sur n carré, qui représente le terme général d'une série de Riemann convergente. En ce qui concerne la convergence uniforme, toujours pour les trois exemples, et comme on l'a déjà établi en général, ces séries convergent uniformément dans tout disque fermé à l'intérieur du disque de rayon 1. C'est une propriété commune entre les séries entières qui possèdent un rayon de convergence non nul. En particulier, cette série converge normalement et donc uniformément sur le disque de convergence ainsi que sur le disque fermé de convergence. En effet, on a la possibilité de majorer le terme général par un majorant uniforme qui représente le terme général d'une série numérique convergente de Riemann. Considérons un autre exemple qui s'écrit sous cette forme. C'est une série réelle centrée en 0. Et en considérant la suite numérique AN est égale à cette expression, on peut utiliser la formule de rayon de convergence qui est égale dans ce cas à 1 sur 3. Ça veut dire que l'intervalle de convergence de notre série réelle contient cet intervalle centré en 0 de rayon 1 sur 3. Ensuite, on fait une étude locale aux extrémités, c'est-à-dire pour x égale à moins 1 sur 3, on remplace dans notre série entière pour avoir cette série qui diverge, puisque c'est une série de Riemann qui vérifie la condition nécessaire et suffisante de la divergence. Pour le deuxième cas, lorsque x égale à 1 sur 3, on remplace toujours dans la série entière, on obtient cette expression qui est une série alternée et qui vérifie le critère du théorème des séries alternées. Ça veut dire que la série converge pour x égale à 1 sur 3. Et par conséquent, l'intervalle de convergence de cette série entière n'est autre que cet intervalle semi-ouvert à gauche, centré en 0 et de rayon 1 sur 3. On va étudier maintenant le rayon de convergence associé à la somme et le produit de deux séries entières. En considérant deux séries entières de coefficients AN et BN, centrées en 0, de rayons de convergence respectivement R1 et R2. Alors, la somme ainsi que le produit possèdent un rayon de convergence qui est égal au moins au minimum de R1 et R2. Pour justifier ce résultat, on remarque d'abord que lorsque le module de Z est inférieur au minimum des rayons de convergence R1 et R2, alors les deux séries convergent absolument, comme on l'a vu auparavant. Notons ensuite Cn et Dn, les coefficients de la somme et du produit des séries entières, et ρ et ρ', le rayon de convergence. En ce qui concerne la somme des deux séries entières, si on suppose que les deux rayons R1 et R2 sont différents, alors forcément le rayon de convergence associé à la somme est plus grand que le minimum. C'est-à-dire que ρ sera supérieur ou égal à R2 si jamais R1 est plus grand que R2. Maintenant, si on exprime le coefficient associé à la série entière en fonction de Cn et An, alors le rayon de convergence associé sera plus grand que le minimum de ρ et R1, c'est-à-dire les rayons de convergence associés aux séries de coefficients Cn et An. R2 sera plus grand que ρ. Par conséquent, on obtient cette égalité entre les deux rayons de convergence. On peut procéder de la même façon si jamais R2 est plus grand que R1. Le deuxième cas qui se présente est lorsque R1 est égal à R2. Dans ce cas, le rayon de convergence associé à la somme des deux séries entières sera strictement supérieur à R1 qui est égal à R2.
On peut considérer ces exemples de deux séries entières de coefficients AN et BN qui s'écrivent sous ces formes et qui possèdent le même rayon de convergence qui est égal à 1,5. Or, la somme des deux séries aura un coefficient qui est égal à 1 et par conséquent, son rayon de convergence sera également égal à 1 en utilisant la formule pour le calcul de rayon de convergence. C'est-à-dire que le rayon de convergence associé à la somme des deux séries est strictement supérieur à 1,5. Pour le produit des deux séries, et en supposant le premier cas lorsque R1 est différent de R2, alors on peut montrer que le rayon de convergence associé au produit est supérieur strictement au minimum des rayons de convergence des deux séries entières. Considérons par exemple deux séries entières de coefficients AN et BN définies par ces expressions, et puis on vérifie que le rayon de convergence de la première série est égal à 1, tandis que le rayon de convergence associé à la deuxième série est égal à plus l'infini. Ensuite, si on calcule la série produit, on voit que son coefficient est également nul à partir de n égale à 1, et par conséquent, son rayon de convergence est infini. Dans cette section, on va étudier les différentes propriétés de la somme d'une série entière dans son disque de convergence, en commençant par la propriété de la continuité de la somme. En considérant une série entière centrée en A de coefficient AN et qui possède un rayon de convergence non nul. Alors, la somme de cette série entière sera définie et continue sur le disque de convergence. En effet, on peut utiliser la version locale de la continuité des séries de fonctions, sachant que la série entière de coefficients AN converge uniformément sur tout disque fermé de rayon ρ à l'intérieur du disque de convergence de rayon R. Et donc, la somme de la série sera définie et continue sur ce disque fermé de rayon ρ, et par conséquent, elle sera définie et continue sur tout le disque de convergence de rayon R. Je précise ici que malgré qu'on n'a pas la convergence uniforme de la série entière sur tout le disque de convergence, mais on a pu montrer que la somme S est continue sur ce disque de convergence. Maintenant, on va étudier l'opération de dérivation et intégration des séries entières. En considérant une série entière centrée en 0 de coefficient AN, qui possède un rayon de convergence non nul. Alors, la série dérivée possède le même rayon de convergence. En effet, notons R' le rayon de convergence associé à la série dérivée, et puis on va montrer que ces deux inégalités sont impossibles. Le premier cas, lorsque le rayon de convergence de la série est plus petit strictement au rayon de convergence de la série dérivée, alors il existe un élément Z0 de module compris entre les deux rayons associé à une série qui converge absolument. Et donc, en majorant ce terme général, on obtient cette quantité qui n'est autre que le terme général de cette série qui converge absolument. Ça veut dire que cette série converge également absolument, ce qui est absurde, parce que le module de Z0 est supérieur à R, et donc cette série devrait être divergente. Par conséquent, le rayon de convergence associé à la série dérivée est inférieur ou égal au rayon R. Supposons maintenant l'inverse. Alors, il existe un rayon compris entre les deux et un complexe Z0 qui vérifie cette inégalité. En particulier, cette inégalité implique que cette suite est bornée. Ensuite, on peut majorer ce terme général en multipliant par ρ à la puissance n et en divisant par ρ à la puissance n, et on utilise cette inégalité par ce terme qui représente le terme général d'une série géométrique convergente. Et en utilisant le théorème de comparaison, on obtient la convergence de ces deux séries, qui sont en fait de même nature, ce qui est absurde également, puisque le complexe Z0
figure à l'extérieur du disque de convergence associé à cette série dérivée. Ainsi, on peut conclure que la série entière et sa série dérivée possèdent le même rayon de convergence. Toujours pour la propriété de dérivation, on a ce résultat dans lequel on considère une série entière réelle centrée en 0 de coefficient à n qui possède un rayon de convergence non nul. Alors, la restriction de la somme de cette série sur l'intervalle de convergence est dérivable sur cet intervalle et sa dérivée s'exprime en fonction de cette série dérivée. En effet, on a déjà montré dans le théorème précédent que la série ainsi que sa dérivée possèdent le même rayon de convergence R, et pour la dérivabilité, on peut utiliser le théorème de dérivation des séries de fonctions. Autrement, il suffit de vérifier que la série dérivée converge uniformément sur tout intervalle à l'intérieur de l'intervalle de convergence, et sachant que la série de départ converge simplement sur l'intervalle tout entier, alors c'est suffisant pour dire que la somme de la série sera dérivable sur tout intervalle fermé à l'intérieur de l'intervalle de convergence, et par conséquent, elle sera dérivable sur l'intervalle de convergence tout entier, ce qui permet de permuter la sommation et la dérivation pour exprimer la dérivée de la somme sous cette forme. Et puis, en utilisant les mêmes justifications, on peut montrer que la somme de la série est indéfiniment dérivable et sa dérivée d'ordre P s'exprime par cette série entière centrée en 0. En ce qui concerne l'opération d'intégration des séries entières, on peut toujours utiliser la notion de convergence d'une série entière sur tout intervalle fermé à l'intérieur de l'intervalle de convergence pour montrer que la somme d'une série possède une primitive qui s'écrit sous cette forme à l'intérieur de l'intervalle de convergence. Considérons maintenant un exemple d'une série géométrique pour laquelle l'intervalle de convergence n'est autre que cet intervalle ouvert moins 1, 1. Et en général, on peut montrer que la somme de cette série centrée en 0 n'est autre que cette fonction définie sur le disque de centre 0 et de rayon 1. Ensuite, on peut utiliser le théorème de dérivation de la somme d'une série entière pour dériver cette série terme à terme ainsi que sa somme pour obtenir cette égalité. Et plus généralement, et puisque la somme de cette série géométrique est indéfiniment dérivable, on peut la dériver terme à terme p fois pour établir cette expression. Maintenant, pour illustrer l'opération d'intégration des séries entières, on considère l'exemple de cette série pour laquelle le rayon de convergence est égal à 1, et donc cette égalité est justifiée sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Ensuite, on peut utiliser le théorème d'intégration des séries entières pour obtenir cette égalité que représente la primitive de la somme de la série entière. Et dont la série associée converge uniformément sur tout intervalle fermé à l'intérieur de l'intervalle de convergence de rayon 1. Et donc, la primitive de la somme sera continue sur tout l'intervalle de convergence moins 1, 1. Maintenant, pour étudier le comportement de cette primitive aux extrémités, il suffit de remarquer que lorsque x est positif, la série vérifie le critère du théorème des séries alternées et par conséquent, on peut majorer le reste par cette suite numérique qui converge vers 0. C'est une suite qui représente un majorant uniforme du reste et par conséquent, la norme du reste converge également vers 0. Ce qui implique que la série converge uniformément sur tout intervalle de ce type où le paramètre ρ vérifie cette inégalité. Et pour le cas particulier x égale à moins 1, on peut remarquer d'une part que cette série devient une série de Riemann divergente et d'autre part, on remarque que cette fonction n'est même pas définie en moins 1. Et donc, on conclut que la somme associée
à la primitive de la série est continue sur l'intervalle -1, 1. En particulier, on peut récupérer la valeur du logarithme de 2 à travers cette série numérique alternée. On passe maintenant à cette section du développement d'une fonction en série entière qui représente le second aspect du problème formulé au départ de ce chapitre. À la donnée d'une fonction f à variable complexe, le problème consiste à chercher une série de coefficients an et de rayons de convergence non nuls qui coïncident avec la fonction sur le domaine de convergence. On peut remarquer que le problème ici est centré en 0, mais ça n'empêche pas d'envisager un développement en série entière autour d'un point Z0 et la série entière sera sous cette forme. Alors, à la donnée d'une fonction f à variable complexe, on dit qu'il est développable en série entière sur un disque ouvert D centré en 0 s'il existe une série entière qui coïncide avec la fonction sur ce disque ouvert. Il faut noter que les développements qu'on va considérer par la suite sont centrés en 0, puisqu'on a toujours la possibilité de se ramener à un problème autour de l'origine à partir d'un problème autour d'un complexe Z0. Maintenant, à travers ce résultat, on peut exprimer les coefficients associés à un développement en série entière pour une fonction donnée. Ces coefficients sont exprimés en termes des dérivés n de f à l'origine. Et donc, le développement en série entière de la fonction f est unique et s'identifie avec le développement en série de Taylor qui s'exprime sous cette forme. Pour justifier ce résultat, il suffit d'identifier les coefficients à n du développement en série entière de la fonction f avec les coefficients de développement en série de Taylor de f. En effet, en explicitant les coefficients du développement en série entière de la fonction f, on peut établir cette relation par récurrence. Et donc, on obtient le développement en série de Taylor de la fonction f. Par conséquent, lorsque la fonction f est développable en série entière sur un intervalle i, alors elle sera égale à la somme de sa série de Taylor sur ce même intervalle. Ensuite, on peut justifier ce résultat si jamais deux fonctions f et g développables en série entière sur un intervalle i et qui coïncident à l'intérieur de cet intervalle i. Alors, on peut montrer que les deux fonctions f et g coïncident en fait sur l'intervalle i tout entier. En effet, si les deux fonctions coïncident à l'intérieur de i, c'est-à-dire sur un sous-intervalle -r, alors elles auront le même développement en série de Taylor avec des coefficients qui sont indépendants bien sûr de x. Et donc ces coefficients seront également les mêmes, même sur l'intervalle i tout entier. Je précise que ce résultat est très important et qui concerne notamment les séries entières, et non pas les autres types de développement, à savoir développement en série de Fourier. Et puis en utilisant des justifications classiques basées sur l'identification des coefficients, on peut montrer que toute fonction paire possède un développement en série entière qui contient seulement les coefficients d'indice pair, c'est-à-dire que les coefficients d'indice impair sont nuls. Par contre, lorsque la fonction est impaire, son développement en série entière contient seulement les coefficients à indice impair. Ça veut dire que les coefficients à indice pair sont nuls. Maintenant, on va essayer d'établir des conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir développer une fonction f en série entière. Déjà, on dispose de deux conditions principales. Il existe un intervalle i ouvert centré en 0, dans lequel la fonction f est indéfiniment dérivable. La série de Taylor associée possède un rayon de convergence non nul. Mais il faut noter que ces conditions ne sont pas suffisantes, comme l'illustre cet exemple de cette fonction définie par cette expression et qui est une fonction indéfiniment dérivable sur R. En effet, la dérivée d'ordre n
de la fonction s'écrit sous cette forme, où le polynôme Pn est de degré de n-2. Et donc, on peut remarquer que toutes les dérivées d'ordre n sont nulles. Et par conséquent, la série de Taylor de la fonction f est également nulle et il n'existe aucun intervalle ouvert centré à l'origine dans lequel la fonction f coïncide avec son développement en série de Taylor. Maintenant, pour chercher une condition nécessaire et suffisante pour le développement d'une fonction f en série entière, on suppose déjà que la fonction vérifie les conditions suffisantes qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire f est indéfiniment dérivable sur un intervalle ouvert centré à 0, et puis le développement en série de Taylor associé possède un rayon de convergence non nul. Alors, on peut considérer la notion du reste associé à la série de Taylor, et si jamais on montre que ce reste converge vers 0 sur un intervalle ouvert de rayon R, alors la fonction f sera développable en série entière. Et comme on l'a vu auparavant, pour les séries de fonctions ainsi que les séries numériques, il n'est pas toujours facile de montrer cette convergence du reste vers 0, puisqu'on ne dispose pas toujours d'une expression explicite du reste. Pour surmonter cette difficulté, on peut justifier la formule de Taylor-Lagrange qui permet d'exprimer le reste par cette formule à la donnée d'une fonction à valeur réelle et dérivable à l'ordre n plus 1 sur un intervalle centré en A et de rayon R. En effet, on peut considérer cette fonction g de la variable réelle y pour tout x fixé dans l'intervalle ouvert i. Et puis on considère la fonction f coïncide avec son développement en série de Taylor sur l'intervalle ouvert i. Ensuite, la constante qui figure ici est choisie de sorte que la fonction g s'annule au point A. Et donc, pour pouvoir utiliser le théorème de Rolle, il suffit de remarquer que l'image de A et x sont les mêmes, et par conséquent, il existe un élément entre les deux pour lequel la dérivée de g est nulle, ce qui permet d'obtenir cette égalité. Et par conséquent, on obtient l'expression de coefficient c en fonction des dérivées d'ordre n plus 1 de f. On remplace dans cette égalité pour obtenir l'expression du reste associée au développement en série de Taylor de la fonction f. Et donc, à partir de cette formule, on peut maintenant établir une condition suffisante. Cette condition consiste à montrer que la valeur absolue des dérivées n de f sont bornées sur un certain intervalle de rayon R centré en 0. Et donc, la fonction f sera développable en série entière sur cet intervalle, et par conséquent, elle aura le même développement sur l'intervalle i tout entier. En effet, on peut appliquer la formule de Taylor à la fonction f à l'ordre n sur l'intervalle centré en 0 de rayon R, pour avoir cette égalité où l'élément θx est compris entre 0 et x. Ensuite, on peut majorer cette quantité par cette suite qui converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini, puisque cette suite est le terme général d'une série convergente, dont la somme est égale à l'exponentielle de R. Et par conséquent, le reste associé au développement en série entière de la fonction f converge vers 0, et donc la fonction f sera développable en série entière sur l'intervalle -r, c'est-à-dire que le rayon de convergence associé à son développement en série entière est supérieur ou égal à R. Maintenant, on va essayer de comparer les développements en série entière par rapport au développement limité. On rappelle qu'une fonction f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 s'il existe un polynôme Pn de degré maximal n et une fonction epsilon qui converge vers 0 lorsque x tend vers 0, telle que la fonction f coïncide avec cette sommation. Tandis que le développement en série entière d'une fonction f sur un intervalle i consiste à déterminer une série entière de coefficients à n qui coïncide avec la fonction sur l'intervalle i. Et à partir de ces définitions,
on peut bien remarquer que le développement limité est une propriété locale, puisque l'existence du développement limité est établie au voisinage d'un point 0, pendant que le développement en série entière est une propriété globale, puisque l'existence de la série entière est définie sur un intervalle i tout entier. Et donc, à partir de ces définitions, on peut bien remarquer qu'il existe une implication entre le développement en série entière et le développement limité. C'est-à-dire qu'une fonction indéfiniment dérivable et développable en série entière dans un intervalle i qui contient 0 possède également pour tout entier n un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Mais la réciproque est fausse. En effet, on peut considérer cet exemple qu'on a déjà traité, qui admet un développement limité au voisinage de 0 à tout ordre, mais qui n'est pas développable en série entière avec un rayon de convergence non nul. Passons maintenant à la dernière section des méthodes de développement classiques en série entière et considérons l'exemple de la fonction exponentielle qui est indéfiniment dérivable sur R, et on va donc justifier cette égalité sur R tout entier. En effet, il suffit de remarquer que notre fonction exponentielle est indéfiniment dérivable sur R, et puis sa série de Taylor en 0 s'écrit sous cette forme, et dont le rayon de convergence est infini. Ensuite, cette condition est vérifiée sur n'importe quel intervalle centré en 0 et de rayon R. Et donc, en utilisant la condition suffisante qu'on vient de voir tout à l'heure, on peut bien établir cette égalité entre la fonction et son développement en série de Taylor sur R tout entier. À la base de cet exemple, on peut développer les fonctions cosinus et sinus hyperboliques sous cette forme en utilisant plusieurs méthodes. La méthode classique consiste à vérifier que ces fonctions hyperboliques vérifient les conditions suffisantes qu'on a vues tout à l'heure, ou encore, on peut identifier le développement de la fonction cosinus hyperbolique par rapport à la partie paire du développement de l'exponentielle de x, tandis que le développement de la fonction sinus hyperbolique s'identifie à la partie impaire du développement de l'exponentielle de x en série entière. Le troisième exemple qu'on considère ici, il s'agit des fonctions sinus et cosinus, qui sont également des fonctions indéfiniment dérivables sur R et qu'on peut développer à travers ces séries entières. Pour justifier ces développements, il suffit de noter que les deux fonctions trigonométriques sont indéfiniment dérivables sur R et leur série de Taylor possède un rayon de convergence infini, c'est-à-dire un rayon de convergence non nul. Et puis, les dérivées d'ordre n des deux fonctions sont bornées sur R tout entier. C'est suffisant pour pouvoir développer ces fonctions en série entière qui coïncident avec leur développement en série de Taylor sur R tout entier. Dans cette partie, on va présenter une illustration graphique de la notion d'approximation d'une série par la suite de ses sons partiels. En considérant l'exemple de la fonction sinus, qui coïncide avec son développement en série de Taylor sur R, c'est-à-dire que la série possède un rayon infini, sur les deux figures, la fonction sinus est représentée par cette courbe bleue, et la suite des sons partiels est représentée par cette ligne pointillée noire. La première figure A représente l'approximation de la fonction sinus par la suite de sons partiels d'ordre 7, et la deuxième figure B représente une approximation par la suite des sons partiels d'ordre 13. Et donc à partir de cette illustration, on peut remarquer que l'approximation devient meilleure lorsque le n est plus grand. Et puis, l'intervalle sur lequel la somme partielle approche la fonction sinus devient plus large lorsque le n est plus grand. Considérons maintenant un deuxième exemple d'une fonction g définie sur R par cette expression et qui est de classe C infini sur R.
Pour montrer que cette fonction est développable en série entière, on essaie de décomposer la fonction logarithme sous cette forme et puis on développe les deux fonctions en série entière. Ensuite, on regroupe les deux séries sous cette expression où les coefficients à n sont définis suivant le fait que n est divisible par 3 ou non. Et donc, en utilisant la définition qui permet de calculer le rayon de convergence dans ce cas, on peut montrer que cette série converge dans un disque de centre 0 et de rayon 1. Elle diverge à l'extérieur, puisque son terme général ne converge pas vers 0 lorsque le module de x est supérieur à 1. Autrement, le rayon de convergence associé à cette série n'est autre que 1. Graphiquement, on représente la fonction g par cette courbe bleue et la suite des sommes partielles par cette courbe orange. On peut bien remarquer que la suite des sommes partielles qu'on représente ici par un ordre égal à 60 coïncide avec la fonction g seulement sur l'intervalle -1, 1. Et à l'extérieur de l'intervalle -1, 1, la suite des sommes partielles diverge malgré qu'il est défini sur R tout entier. Pour illustrer l'opération de dérivation et intégration terme à terme d'une série entière, on considère cet exemple pour lequel on développe la fonction logarithme de 1 plus x en série entière à travers le développement de sa dérivée. En effet, en utilisant le développement en série de Taylor associé à cette fonction dérivée de la fonction logarithme, et en utilisant le théorème d'intégration des séries entières, on obtient par la suite le développement de la fonction logarithme sous cette forme et qui est définie sur l'intervalle ouvert -1, 1. Ensuite, on fait une étude locale aux extrémités, notamment lorsque x égale à 1, comme on l'a fait auparavant. On obtient donc cette série alternée convergente, puisqu'elle vérifie le critère du théorème des séries alternées, pendant que le cas x égale à -1 implique une série divergente, et par conséquent, l'intervalle de convergence de ce développement en série entière est semi-ouvert à gauche. Considérons un autre exemple de ce développement en série entière de la fonction arctangente x. On peut également développer la dérivée de cette fonction, et donc en utilisant toujours le théorème d'intégration des séries entières, on obtient le développement de la fonction arctangente x, et puis on fait une étude locale lorsque x égale à plus ou moins 1. Pour ces deux cas, on obtient deux séries qui vérifient le critère du théorème des séries alternées, et donc l'intervalle de convergence du développement en série entière de la fonction arctangente x est égal à l'intervalle fermé -1, 1. Une autre technique qui permet de développer une fonction f donnée en série entière est l'usage d'une équation différentielle. Pour illustrer cette méthode, on considère une fonction f indéfiniment dérivable sur un intervalle i ouvert qui contient le 0, et puis cette fonction vérifie les conditions suivantes. On suppose qu'il existe une équation différentielle e dont la solution unique n'est autre que la restriction de la fonction f à l'intervalle i, et cette fonction vérifie également les conditions associées à l'équation différentielle. Ensuite, on détermine une série centrée en 0 de coefficients à n et de rayons de convergence non nuls, dont la somme résout l'équation différentielle sur l'intervalle centré en 0 de rayon R, et c'est une série entière qui vérifie les mêmes conditions initiales associées à l'équation différentielle. À partir de ces conditions, on peut déduire que la fonction f coïncide avec son développement sur cet intervalle -r, r. Plus précisément, l'utilisation d'une équation différentielle pour développer une fonction en série entière consiste à déterminer les coefficients à n en faisant une identification des différents coefficients de développement des fonctions qui figurent dans les deux membres de l'équation différentielle. Pour bien comprendre cette méthode, on considère l'exemple de cette fonction
qui est indéfiniment dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et qui représente l'unique solution de cette équation différentielle et vérifie également cette condition initiale. Maintenant, on suppose que la fonction f est développable en série entière dans un intervalle i centré en 0, et donc on va essayer par la suite de déterminer l'expression explicite des coefficients à n. En dérivant cette série entière et en remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient cette expression récurrente de la suite à n. Et donc, pour avoir l'expression de an en fonction de n et alpha, on doit discuter les cas de alpha par rapport à n. Le premier cas qui se présente est lorsque alpha est un entier naturel. On peut remarquer alors que les coefficients an sont nuls lorsque n est supérieur ou égal à alpha plus 1. C'est-à-dire que le développement en série entière se réduit à un simple polynôme qui représente la formule du binôme de Newton. Le deuxième cas est lorsque alpha n'est pas un entier naturel. Ceci permet d'exprimer an en fonction de n et alpha seulement. Maintenant, on peut vérifier que cette série entière est également solution de l'équation différentielle en remarquant d'abord qu'elle possède un rayon de convergence égal à 1 en calculant cette limite. Et donc, elle correspond à sa somme sur l'intervalle de convergence, ce qui permet par la suite de dériver cette série terme à terme en utilisant le théorème de dérivation des séries entières. On remplace ensuite dans l'équation différentielle pour justifier que la série entière est solution de l'équation différentielle et vérifie également la condition initiale. Et puisque l'équation différentielle possède une solution unique, alors le développement en série entière coïncide avec la fonction f alpha sur l'intervalle moins 1, 1. Revenons maintenant au cas particulier lorsque alpha n'est pas un entier naturel. C'est-à-dire que cette fonction coïncide avec son développement en série entière sur l'intervalle de convergence, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 1. À partir de ce développement en série entière, on peut discuter quelques cas particuliers, notamment lorsque alpha est strictement négatif, le rayon de convergence de cette série ne peut pas être supérieur à 1, pour la simple raison est que cette fonction n'est même pas définie en moins 1 lorsque alpha est strictement négatif. Ensuite, le deuxième cas est lorsque alpha égale à moins 1,5, et donc à partir de ce développement en série entière, on obtient directement ces deux développements. Et pour le cas de la fonction arc sinus de x, on peut la développer en série entière en utilisant le théorème d'intégration de cette deuxième série entière.